correction de l'examen d'entrée du 28 août 2020 pour la physique, classé selon les 11 thèmes de la chaîne YouTube Chimie Média. Et en fait, il y a un 11e thème, le magnétisme est enfin tombé. Et donc, il faut que je fasse une vidéo de théorie supplémentaire. Donc, on commence par la cinématique. La première chose à savoir faire quand on vous parle qu'un avion touche le sol à une vitesse de 180 km/h, c'est pouvoir le transformer en mètres par seconde, parce que vous allez avoir besoin d'utiliser ces unités-là. Pour transformer des km/h en mètres par seconde, il faut utiliser le 3,6, parce qu'il y a 3600 secondes et 1000 mètres quand on veut changer les heures et les kilomètres. Alors pour le fois et le diviser, si vous avez du mal à le retenir, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de stress, dites-vous que quand vous marchez, vous faites 1 mètre par seconde, et la marche c'est à peu près 5 km/h. Donc vous voyez que des mètres par seconde au kilomètre, vous allez faire fois 3,6. Et des km/h au mètre, vous allez diviser par 3,6. Ça va, et donc 180, c'est 50 mètres par seconde. Le 18 et le 36, on voit que c'est 0,5. Donc 50 mètres par seconde, c'est votre vitesse. Votre vitesse au départ à l'atterrissage. Vous avez une vitesse initiale non nulle et vous allez finir par vous immobiliser et ça va vous prendre 10 secondes. Pour pouvoir calculer le delta X, moi je retiens toujours que c'est l'air sous la courbe ou l'air sous la droite dans un diagramme de vitesse. Si vous cherchez la vitesse, c'est l'air sous la droite dans un diagramme d'accélération. Donc ici on voit que si on avait été à la vitesse V0, on aurait fait un rectangle, si on avait continué sans freiner, et parce qu'on freine, on va supprimer un triangle. Donc la formule du delta X, c'est V0 fois delta T, et donc c'est 50 mètres par seconde fois 10 secondes. Vous auriez fait 500 mètres si vous n'aviez pas freiné, et vous additionnez à ça le delta V fois delta T sur 2. Donc V0 fois delta T, c'est votre rectangle, et delta V moins delta T sur 2, c'est un triangle, un base fois hauteur sur 2. Et donc je vais additionner moins 50, puisqu'on perd 50 mètres, fois 10 secondes divisé par 2. Donc on voit que c'est symétrique, donc il ne reste que la moitié. 500 moins 250, 250 mètres. Voilà, donc pas besoin de calculer l'accélération, rien qu'avec la vitesse, la variation de vitesse, la vitesse initiale, il y a moyen de s'en sortir. Alors, ici, c'est vraiment comprendre les graphiques, comprendre les vitesses positives et négatives. Donc, si pendant un certain temps, donc une voiture se déplace sur une route rectiligne, le graphique indique la vitesse en fonction du temps, et la voiture passe auprès d'un observateur à l'instant T0. Si elle a une vitesse positive, elle va avancer, elle va s'éloigner de vous. Quand elle a sa vitesse qui diminue, elle avance toujours, sa vitesse est positive, mais elle ralentit. Donc au début, elle avance à vitesse constante. Après, elle ralentit. Quand vous êtes à 0 ici, vous êtes à l'arrêt. Et quand votre vitesse devient négative, vous reculez par rapport à l'axe. Vous êtes en moins delta X. Vous reculez en accélérant, en démarrant en fait, puisque vous étiez à l'arrêt. Et puis vous reculez à vitesse constante. Donc au temps 0, elle est passée près du bonhomme, elle a avancé, elle a freiné, elle s'est arrêtée et elle est revenue. Donc le moment où elle est le plus loin, c'est quand elle s'est arrêtée avant de reculer. Et donc c'est le temps 5 secondes. Les mouvements verticaux que je n'ai pas vraiment détaillés, il y a une remarque dans la vidéo sur la balistique, comme quoi il faut aller voir des vidéos chez Julie Collot. Et donc ici, c'est intuitif, j'ai eu du mal à l'expliquer, j'ai eu besoin de faire appel à l'équipe, je suis pas physicienne, je demande. Moi, l'idée que j'ai quand des choses tombent, donc on a un système ici, des choses qui tombent ensemble, du bois, du fer, on s'en fout un peu en fait, et quand des choses tombent et qu'il n'y a pas d'air, donc quand c'est pas une plume et une bille de plomb, il n'y a pas d'influence de l'air et on tombe toujours attiré par la gravité. Par l'accélération de la Terre, 9,81 mètres par seconde au carré, et les deux corps ont la même accélération, les deux corps vont aller de plus en plus vite de la même façon, et personne n'exerce de force sur l'autre. Et donc il n'y a pas de force entre les deux. Donc vous voyez ça quand vous êtes sur la Dalton Terror à Walibi, vous tombez en même temps à un moment, et donc vous ne touchez plus le siège, et c'est pas vous qui poussez le siège, c'est pas le siège qui vous tire, c'est pas la ceinture. Pareil, les astronautes sur la Station spatiale internationale qui tournent autour de la Terre, ils sont en apesanteur, ils ne touchent pas le sol parce qu'en fait ils tombent en permanence sans jamais retomber sur la Terre. Ils tombent
à la même vitesse que la station, et donc ils n'ont pas de contact entre eux. Il n'y a pas de force entre les deux. Voilà. C'est un peu intuitif, mais voilà. Il y a peut-être des formules. Je préfère l'intuition parfois. Alors, la statique, elle a été riche cette fois-ci. Il y a eu 3 questions de statique. Qu'est-ce que j'appelle la statique? C'est pas seulement les choses au repos, c'est aussi les choses à la vitesse constante. C'est quand on vous dit vitesse constante ou repos, vous devez penser force totale nulle. Pour que quelque chose n'accélère, ne freine pas, ne démarre pas, il faut que la somme des forces qui s'exercent sur lui soit nulle. Donc, quand une grue soulève à vitesse constante un bloc de béton, donc la grue va tirer sur quelque chose, quel est le travail de la force exercée par le câble de la grue? Donc, quand vous effectuez un travail, vous exercez une force pendant un certain déplacement. Alors, le déplacement est dans ce sens-là. Et donc, pour la grue, son travail est moteur, parce qu'il est dans le même sens que le déplacement. Donc, la force est bien parallèle. Et on vous demande de comparer ce travail de la grue, donc un travail moteur est positif. On demande de comparer ce travail de la grue au travail du poids. Alors le poids, c'est une force qui s'exerce à distance. Et comme vous êtes à vitesse constante, vous avez la force de la grue, le poids, qui doivent s'annuler exactement. Donc si vous additionnez le poids et la force de la grue, vous devez arriver à une force totale nulle. Et donc ils ont bien la même valeur, la force et le déplacement, puisque ça ne change pas. Et donc le travail est bien égal. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un signe différent? En fait, oui. Donc, la réponse que je crois qu'ils attendaient, la question a été neutralisée, était égale au travail du poids en valeur absolue. Parce qu'en fait, le poids, il exerce un travail résistant, un travail négatif. En fait, la formule complète du travail, mais on essaye de l'éviter en parlant de force parallèle, c'est F fois le delta X fois cosinus alpha. Et l'angle, c'est l'angle entre le déplacement et la force. Donc si la force est avec le déplacement, l'angle, il vaut 0 degré, cosinus de 0 degré, c'est 1. Si la force est dans l'autre sens par rapport au déplacement, l'angle, il est de 180 degrés, et le cosinus de 180, c'est moins 1. Et donc le travail du poids, vous avez un moins 1, c'est un travail négatif, un travail résistant. Et donc, il n'est pas égal au poids du bloc, il est à l'envers. Alors, pourquoi ils ont neutralisé? Je crois que c'est parce qu'en fait, ils ont oublié d'écrire qu'il n'y avait pas de frottement. Si on ne dit pas qu'il n'y a pas de frottement, on peut se dire qu'il y a aussi des frottements. Et donc, les frottements, ils s'opposent toujours au mouvement. Donc, les frottements, ils vont vers le bas. Et donc, le travail de la grue, pour avoir une force totale non nulle, mais il devait être plus grand que le poids. S'il doit contrer, on va laisser en orange, s'il doit aussi contrer les frottements et qu'il faut que la force totale soit nulle, le travail aurait dû être plus grand. Donc, s'il y a des frottements, c'est la réponse D, et il y a une histoire de valeur absolue aussi à redire. Mais ici, quand on ne l'a pas dit, je crois que c'est ça qu'ils ont neutralisé. L'énoncé n'était pas assez complet à mon goût. Alors, toujours de la statique. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau l'histoire de la vitesse constante. Vitesse constante, vous pouvez vraiment vous dire force totale égale 0. Donc chaque fois que vous allez dessiner des choses, ça va être pareil. Donc vous avez un bloc de bois sur une horizontale. Donc il y a toujours un poids, il y a toujours une résistance du support, et donc ce bloc ne s'enfonce pas et ne lévite pas au niveau vertical. La somme des forces est nulle. On s'en fout. Donc on va regarder uniquement tout ce qui est horizontal. Et on dit qu'on tire sur le bloc de bois. Et on exerce une force de 20 newtons. Et on est sur une surface rugueuse. Il y a des frottements. On ne dit pas qu'il n'y a pas de frottement. Si vous allez à vitesse constante, vos frottements et votre force de traction doivent s'annuler. La force totale doit être nulle. Et donc quand on vous demande quelle est la valeur des frottements, on s'en fout du coefficient de frottement. Donc quand on vous donne le coefficient de frottement cinétique, c'est plus pour noyer le poisson qu'autre chose. Le coefficient de frottement, c'est ce qui dépend de la rugosité, et les frottements vont dépendre de cette rugosité et de la façon dont l'objet pèse sur la surface. Et donc si on a la valeur du poids du bloc et tout ça, on pourrait s'amuser avec ce mu, mais on n'avait rien de tout ça. Donc il fallait simplement se dire que la force totale doit être nulle. Et que les seules forces horizontales qu'on a, c'est la traction et les frottements, et il faut qu'ils s'annulent l'un l'autre.
Alors la question 6, on parle d'un livre posé sur une table, et la table est elle-même en contact avec la Terre, et on vous demande d'utiliser la troisième loi de Newton, donc c'est la loi d'action-réaction, et on dit que cette loi permet d'affirmer que la force réciproque, donc la réaction, de la force de la gravitation, F, une force pesanteur, de la Terre sur le livre, et on vous propose que la réaction à la force de gravitation Terre-livre et la force de gravitation livre-Terre, c'est pas intuitif ça, parce qu'on a toujours l'impression que pour avoir une force de gravité, il faut que ce soit une planète qui attire. Mais en fait, la force de gravitation, elle est réciproque, elle dépend des deux masses, la pomme et la Terre, le livre et la Terre, et la distance entre les centres de gravité. Et en fait, il faut peut-être se rappeler les quatre choses sur l'action-réaction. Donc les forces doivent avoir le même point d'application. Ici, ce sont des forces à distance, mais quand vous avez, par exemple, la force qui appuie sur la table et la réaction du support, il y en a qui appellent R, réaction du support, il y en a qui appellent ça N, la normale, parce qu'elle est toujours perpendiculaire à la force qui appuie. Donc c'est au même niveau, c'est la première molécule du livre, c'est la première molécule de la table, donc il faut que ça soit le même point d'application. La même direction, donc horizontale, verticale, machin, mais le sens opposé, et la même intensité, donc la même grandeur, quoi. Ok, alors la force de gravitation exercée par le livre sur la Terre, c'est bête à dire, mais c'est exactement, il a la même importance, donc c'est celui-là. La force normale exercée par la table sur le livre, la fameuse petite R ici, c'est la réaction de la force pesante du livre sur la table, c'est pas la réaction du poids. On dit toujours que la normale, la réaction est égale au poids, mais ça c'est quand on considère uniquement les forces sur le livre. Donc il y a la Terre qui agit sur le livre, il y a le support qui agit sur le livre, et dans ce cas-là on ne regarde pas l'action et la réaction, on regarde juste les forces sur le livre. Donc la réaction et le poids sont égales, mais c'est pas pour ça que l'un est la réciproque de l'autre dans ce cas-là, parce on ne parle jamais de la force du livre sur la table, parce qu'on ne fait pas le bilan des forces sur la table. Quand on fait le bilan des forces sur les livres, il y a le poids de la Terre, son poids, et la réaction de la table quand il est sur la table. J'espère que j'ai été claire et que j'ai pas dit de bêtises, parce que quand on parle trop rapidement. Donc là, c'est pas la force normale exercée par la table sur les livres. Alors, quand on vous propose la force de gravitation exercée par la table sur les livres, et que ça doit être l'action qui permet, la réaction par rapport à la Terre sur le livre, je ne vois pas pourquoi la table viendrait, une force entre table et livre ne pourrait pas être la réciproque, l'inverse de quelque chose sur la Terre et le livre, rien à voir. Voilà. Et la force normale exercée par la Terre sur la table, c'est aussi un R qui se trouve au niveau des pieds de la table, à cause du fait que la table pousse sur la Terre. Donc rien à voir non plus avec celui qu'on vous demande, la force de gravitation exercée par la Terre sur le livre. On élimine tout ce qui concerne la table.